Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart for Change pour rester à l'écoute des marchés. Chaque jour, vous nous suivez en direct à 17h à la télévision via vos box. Vous nous suivez en live également sur les réseaux sociaux et notamment sur le compte LinkedIn de Bismart for Change. Et vous nous retrouvez en rattrapage, bien sûr, chaque soir en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, avec un shutdown qui se prolonge et qui devient la deuxième paralysie budgétaire et administrative la plus longue de l'histoire des États-Unis, l'absence de données majeures macroéconomiques américaines laisse la part belle aux publications d'entreprises et c'est bien la microéconomie qui anime les marchés aujourd'hui encore et demain sans doute avec un déluge de publications attendues dans les prochaines heures. Aujourd'hui, on notera de belles glissades pour dire le moins pour des titres poids lourds comme Netflix aux États-Unis ou encore L'Oréal à Paris, dans une moindre mesure Hermès également a publié un peu en dessous des attentes et voit son cours de bourse céder un peu de terrain. Pauline Gratel vous apportera bien plus de détails dans un instant sur les grandes publications du jour qui marquent cette séance. Une séance sans grand relief, il faut le dire, après les records marqués hier par le CAC 40. Une séance compliquée à nouveau pour l'once d'or, dans une ampleur différente de ce qu'on a pu observer hier, bien sûr, mais l'once d'or tente de se stabiliser tant bien que mal et c'est encore un effort compliqué puisqu'on voit une once d'or qui baisse encore d'environ 1,5-2% au moment où on se parle après avoir vécu le pire drawdown de son histoire récente en tout cas hier puisqu'on a perdu je crois jusqu'à plus de 8% entre le sommet et le creux de marché hier en séance sur l'once d'or. L'argent suit également la même tendance que l'once d'or aujourd'hui. On parle de deux actifs qui ont été les actifs chauds de cette année 2025. Discussion à suivre sur ces sujets, la micro et le retour des banques centrales à partir de la semaine prochaine avec les réunions de la Fed et de la Banque Centrale Européenne. Discussion à suivre avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, nous nous focaliserons sur la gestion active dans l'univers du crédit euro, plus spécialement encore la dette d'entreprise européenne. Comment est-ce qu'une gestion active, une gestion flexible permet de naviguer dans ces cycles de crédit? Nous en parlerons avec les équipes d'AXA IM dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, nous retrouvons Pauline Gratel qui vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Et commençons avec l'Europe et des indices actions qui évoluent sans grande tendance aujourd'hui. Oui, l'Eurostoxx 50 est en léger repli et le Stoxx 600 autour de l'équilibre. À noter le gain de 1% du FTSE, on y reviendra après. En France, le CAC 40 est dans le rouge, mais au-delà de 8200 points, soutenu encore aujourd'hui par Edenred qui gagne encore 5% après avoir gagné 15% hier, mais lesté par L'Oréal et Hermès qui ont publié leurs comptes. L'Oréal et Hermès, en effet, qui ratent le consensus. Oui, L'Oréal plonge de 8% au pire de la séance, dernier du CAC 40, après avoir publié un chiffre d'affaires en hausse au troisième trimestre, mais inférieur aux attentes élevées du marché. Hermès, de son côté, cède environ 3%. Le chiffre d'affaires présenté pour la période est un peu juste, mais surtout inférieur aux attentes, notamment dans sa division maroquinerie. Hors CAC 40, au sein du SBF 120, deux titres aujourd'hui font le grand écart, Worldline et Eutelsat. Oui, Worldline bondit de 15% au plus haut de la séance. Le marché salue des signaux encourageants sur son redressement, malgré un chiffre d'affaires en léger repli. Mais sur l'année, le titre plonge quand même de 70%. Eutelsat, de son côté, est sanctionné et chute de 8% après avoir publié des revenus en repli, mais a tout de même confirmé ses objectifs annuels. En Allemagne, Adidas voit son titre se replier de 2% après la publication préliminaire du troisième trimestre. Oui, pourtant, les résultats sont supérieurs aux attentes en termes de marge, d'EBIT et en dépit du meilleur chiffre d'affaires trimestriel de toute son histoire, à 6,6 milliards d'euros. Adidas a également relevé ses prévisions annuelles, n'étant à ce stade pas affecté par les droits de douane. Aux États-Unis, les indices actions ouvrent la séance sans véritable tendance, une tendance légèrement négative pour les trois grands indices. Oui, le Nasdaq est proche de l'équilibre, lesté par Netflix qui ouvre en chute de 9% après sa publication. Les résultats sont plombés par un litige au Brésil et donc une charge
charges fiscales. Le résultat net ressort ainsi plus faible qu'attendu. Malgré tout, Netflix fait état d'une croissance record de ses ventes publicitaires, en hausse de 17% sur le troisième trimestre. Les investisseurs ont également regardé les comptes de Texas Instruments. Le titre plonge de 8%. Le fabricant de puces fait état de résultats et de prévisions inférieures aux attentes à cause d'un ralentissement de la demande. Dans son sillage, tout le secteur des semi-conducteurs recule, comme ST Microelectronics, qui doit d'ailleurs publier demain et qui cède 3% aujourd'hui. Un mot des autres marchés, Pauline, que dire des marchés obligataires et du compartiment des matières premières, et notamment des métaux précieux, et particulièrement de l'or. L'or avait inscrit un nouveau record proche de 4 400 $ l'once, on en avait parlé hier, mais juste après ces records, l'or a chuté de 6%, sa plus forte baisse sur une journée depuis 12 ans. Sur les marchés obligataires, le rendement américain à 10 ans se stabilise autour de 3,95%, et sur le marché des changes, l'euro-dollar se traite autour de 1,16. Ouais, le marché obligataire qui est animé aujourd'hui, c'est le marché britannique, avec un rendement britannique à 10 ans qui bouge beaucoup. Oui, il s'est détendu d'une dizaine de points de base sous 4,40% après la publication de l'inflation de septembre. La livre sterling a reculé par rapport au dollar et le FTSE gagne 1%. Comme on le disait, l'inflation reste inchangée par rapport au mois d'août, en hausse de 3,8% sur un an, alors que les analystes attendaient une accélération à 4%. Cela pourrait ouvrir la voie à une baisse des taux de la Banque d'Angleterre d'ici la fin d'année, mais en attendant, ce sera la Fed et la BCE la semaine prochaine. Quel sera le programme de demain sur les marchés pour les investisseurs, Pauline ? Ce soir, les investisseurs arbitreront les résultats de Tesla, IBM et SAP publiés après la clôture. Demain, on regardera les résultats de Intel côté américain. En France, journée de publication chargée puisqu'on attend une dizaine de publications au sein du CAC 40. Vinci, Thales, Orange, Dassault Systèmes, Bureau Veritas, Renault ou encore Accor. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Michel Martinez est avec nous, chef économiste Europe de Société Générale CIB. Bonsoir Michel. Bonsoir. Mabrouk Chetouane nous accompagne également, le responsable de la stratégie globale de marché chez Natixis IM. Bonsoir Mabrouk. Bonsoir. Et Benoît Vesco est également avec nous, le président de Delubac Asset Management. Bonsoir Benoît. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Benoît, on rentre dans le dur. On est en train de rentrer dans le dur de la saison de publication trimestrielle, les résultats des entreprises qui font un point sur leur activité, sur leurs marges, leurs profits, à l'issue du troisième trimestre. Qu'est-ce qu'on attend de cette saison de publication ? Est-ce qu'on a déjà quelques enseignements à en retirer ? Et est-ce que cette nourriture fondamentale pour les investisseurs vient valider, j'allais dire, les niveaux de marché qui ont pu être atteints ces dernières heures, ces derniers jours, ces dernières semaines ? C'est vrai que dans un marché qui est au plus haut, quasiment partout, les investisseurs peuvent raisonnablement s'inquiéter, mais quand on regarde effectivement cette saison de résultats, pour le moment, elle est plutôt de bonne facture. Alors, on sanctionne, c'est-à-dire que les moindres déceptions sont vite sanctionnées et de manière assez forte, ça c'est clair. Mais on n'a pas on voit que les entreprises ont plutôt bien géré, notamment aux États-Unis, cette phase, cette guerre des tarifs dont on s'inquiétait tous. Ils l'ont bien anticipé a priori et ils ont bien manœuvré jusqu'à maintenant. On s'inquiète de ces hauts niveaux d'indices, mais quand on regarde les valos et surtout les résultats anticipés pour 2026, ils sont en hausse. Donc, pour le moment, les entreprises délivrent. On n'a pas de raison fondamentale de remettre en cause leurs anticipations. Donc tout ça fonctionne plutôt pas mal. Et c'est vrai que pour nous, la raison fondamentale de cette hausse des marchés qui peut inquiéter certains, c'est que on a quand même on a retrouvé aux États-Unis un cycle de baisse des taux directeurs. Et c'est quand même le sujet qui va nous porter probablement jusqu'au début de l'année prochaine et qui va soutenir les marchés de manière naturelle. Il n'y a pas de raison que ces baisses de taux ne soient pas amicales, si je puis dire, Benoît, que c'est forcément du carburant supplémentaire pour des actifs risqués, que ce soit le crédit ou les marchés d'actions. Oui, clairement, de manière très classique. Le monétaire aux États-Unis rémunérait très bien, la Fed était en retard. Ces capitaux qui se sont accumulés sur le marché monétaire américain, ils vont devoir se réinvestir progressivement ailleurs.
Ils ont sûrement commencé à le faire. On commence à avoir des mouvements dans ce sens-là. Les vecteurs naturels, ça va être le marché obligataire ou le marché action. Et c'est ce qui explique et ce qui expliquera probablement les hausses à venir dans les prochaines semaines et jusqu'au début de l'année prochaine. Donc là-dessus, on n'a pas d'inquiétude majeure. On pourra se poser des questions sur les moteurs à venir suivants dans les premiers et deuxième trimestres 2026, mais à court terme, pas d'inquiétude majeure. Et il faut plutôt suivre ce mouvement-là que vouloir le combattre. Ce phénomène de liquidité, banque centrale notamment, avec la Fed qui entre à nouveau en action, Mabrouk, c'est quelque chose de puissant pour la dynamique de marché, pour le momentum de marché. Comme le soulevait Benoît, à ces niveaux de marché, avec le thème de l'IA, on aura sans doute l'occasion d'en dire un mot. Tous les jours, on voit les gros titres de la presse financière qui s'interrogent sur l'idée d'une bulle. Est-ce qu'on est en train de revivre 2000, etc., etc. Tant que ces questions existent, j'allais dire, c'est qu'on n'est pas encore en mars 2000. Mais il y a quand même ce phénomène de liquidité qui entretient beaucoup d'appétit pour le risque, pour dire le moins. Au-delà des taux, puisque finalement la question des taux d'intérêt a été réglée dès le mois d'août. Donc au symposium de Jackson Hole, on savait déjà quelle était la trajectoire des taux d'intérêt de la Fed. Ça a été confirmé avec les anticipations, les projections médianes du FOMC. Donc là-dessus, finalement, c'est déjà dans les cours. Donc il n'y a pas véritablement... le carburant est déjà là et sans doute les marchés sont en train de le consommer. Il y a aussi une autre affaire finalement qui passe un peu en dessous des écrans radars, mais qui va être aussi un puissant vecteur. Ça va être l'autre pendant de la liquidité, c'est le bilan, la gestion financière effectivement de la Fed, qui va être là aussi, et la Fed va vraisemblablement devoir arrêter peut-être un petit peu plus tôt, du moins décélérer son QT. Pourquoi est-ce qu'elle va devoir le faire ? On voit déjà qu'il y a eu sur le... Ça a été quasi préannoncé par Powell la semaine dernière. Oui, donc, mais on voit bien que quelque part, ça répond aussi à quelques petits dysfonctionnements déjà qu'on a pu observer sur le marché de la liquidité interbancaire. On voit aussi qu'il y a quelques petits épisodes finalement de stress qui interviennent, qui rappellent quelque part aussi la crise des banques régionales. Donc on voit bien qu'il y a un secteur bancaire, du moins un petit segment, une petite fraction de ce dernier qui peut-être en souffrance, en plus grande souffrance par ailleurs, donc qui va forcer la Fed quelque part à se montrer peut-être encore plus accommodante. Pourquoi on a ces poches de tension, Mabrouk ? Pourquoi là, maintenant, on a des poches de tension sur la tuyauterie dans la plomberie monétaire américaine ? Bon, c'est assez fréquent, donc c'est des choses qu'on a déjà vues par le passé. D'accord, c'est la saison, quoi. Oui, non, il n'y a pas de saisonnalité, au même titre qu'il n'y a pas eu de saisonnalité sur le marché. La croissance américaine est OK, comme vous dites, la Fed a signalé qu'elle rentrait dans... Je serais peut-être un peu plus circonspect. En gros, la croissance américaine a été, on va dire, assez volatile. Pardon, je vous coupe, mais s'il y a ces tensions, ça veut dire que dans le système, il y a des acteurs qui ont un peu plus besoin que d'habitude de liquidité en dollars et que cette liquidité, elle a un prix. Exactement, et qu'il y a peut-être une fragilité un peu plus grande finalement du système, en tout cas de certains secteurs, qui ne sont pas forcément aussi bien que le laisse penser le momentum macroéconomique aux États-Unis. Tout le monde dit effectivement la croissance va être forte, etc. En fait, peut-être qu'elle ne sera pas si forte que ça, notamment au 4e trimestre de cette année. Là, on sait que pertinemment le 3e trimestre va être plutôt bon, mais l'atterrissage en fin d'année risque d'être effectivement beaucoup plus difficile, si je puis dire. Et pareil, pour le début de l'année prochaine, finalement, cette séquence Q4, Q1 2026 va être peut-être beaucoup plus complexe et va devoir forcer la Fed à faire quelque chose. Et c'est là où, justement, sur la partie marché actif risqué, notamment actions, on risque d'avoir une Fed qui va sans doute effectivement faire le travail, il n'y a aucun doute là-dessus, mais pas forcément justement avoir des marchés actions en face qui vont réagir positivement. On est dans un moment, à mon sens... On va faire la Fed au regard de l'environnement macroéconomique ou de l'évolution de l'environnement macroéconomique sera peut-être pas suffisant pour tenir les niveaux de prix et de valorisation qu'on a observés jusqu'à présent sur le marché. On vit dans un moment justement où la Fed va peut-être devoir faire un peu plus. À quoi se prépare la Fed à travers ses baisses de taux, à travers sa politique de bilan pour les prochains mois et les prochains trimestres? Alors, moi, je voulais juste mentionner qu'il y a encore peu, quand on regardait les chiffres de profitabilité, profit des entreprises aux États-Unis, on était à un point haut quasi historique. Je pense que maintenant, on est en train de rentrer dans une séquence de baisse des profits. Alors, il y a plusieurs moteurs. Il y a bien sûr l'histoire des tarifs, où les entreprises sont obligées d'absorber une partie du choc. Mais il y a un autre facteur qui joue, c'est le renchérissement du coût du service de la dette. Pareil, il y a encore quelques temps, on avait des coûts de service de la dette qui étaient en moyenne très faibles. Mais là, en fait, on a toute cette dette qui a été levée il y a quelques années, qui maintenant est reconduite, mais à des taux nettement supérieurs.
Et donc ça, donc il y a ce retournement. Et puis on le voit aussi si on suit le marché du crédit, il y a une tendance assez nette à la détérioration des ratings des entreprises depuis de nombreux mois. Voilà, alors, ça reste en général pas de bonne qualité, pas inquiétant, mais la tendance, quand vous regardez, elle est très claire. Hein, c'est une pente comme ça. Et, donc la morsure des taux commence à se voir arriver maintenant. Et puis là, les tarifs qui jouent aussi, et donc, voilà, il y a quelques pans de l'économie, les entreprises les plus fragiles, sur ces deux fronts, tarifs et endettement, qui deviennent vulnérables. C'est quelques pans de l'économie, Michel, qui ralentissent ou qui voient leur profit ralentir, ou est-ce que c'est, j'allais dire, la majorité de l'iceberg avec une partie émergée qui est évidemment liée. Pour l'instant, il n'y a pas de raison de penser que c'est la majorité de l'iceberg, qu'on va aller vers un hard landing, une récession brutale de l'économie. Donc la barre du K qui baisse, elle reste encore moins importante que la barre du K qui monte dans ces fameux... ces fameux symboliques. Non, mais il y a quand même beaucoup de signaux annonciateurs. On parlera peut-être du marché du travail aux États-Unis, qui montrent qu'on va... bien. On n'a pas de données maintenant, mais en tout cas, jusqu'au moment où on avait des données qui plaident pour une détérioration graduelle. Alors, encore une fois, il n'y a rien d'extrêmement inquiétant. Comment on anticipe ça ? Qu'est-ce qui vous amène à anticiper ça, Michel ? C'est ce qu'on a vu jusqu'à présent, la détérioration du marché du travail. Et puis après, on a l'impression que le marché du travail... alors, il n'y avait pas simplement les chiffres d'emploi, mais tous les indicateurs associés qui montraient un marché du travail gelé. Les entreprises ne bougent pas, ne recrutent pas, ne licencient pas. Les gens qui sont en emploi ne cherchent pas à bouger. Et les nouveaux entrants sur le marché du travail ont du mal à trouver un travail. On voit bien dans le chiffre du chômage, le chômage, il augmente chez les jeunes, pas chez les personnes, comme on dit, de prime age. Et donc là, c'est vraiment, en général, quand on est dans cette étape de gel du marché du travail, c'est souvent annonciateur d'une étape suivante de plus grande dégradation, si et seulement si c'est toute l'économie qui ralentit. Et donc là, c'est la question pour les prochains trimestres. Je pense qu'il y a quand même de bonnes raisons de penser que cette économie va ralentir fortement. Même qu'on ait un taux de croissance à 0 au 4e trimestre, il y a le shutdown, il y a d'autres raisons. Il y a un moment aussi, il y aura les effets négatifs du tarifaire qui vont se voir. Alors c'est toujours intéressant, c'est qu'il y a très peu d'effets négatifs sur l'économie américaine en 2025. C'est plutôt une histoire 2026, cette histoire-là. Et donc, on peut aussi rajouter avec l'histoire des tarifs le fait que les prix vont augmenter de 3 à 3,5%. Donc, ça va peser sur le pouvoir d'achat des ménages, la consommation. Bon, voilà, si on a le travail, le pouvoir d'achat. Donc, derrière les dépenses liées à l'IA, il y a quand même des moteurs du côté de l'investissement, de la consommation, qui sont en train de fléchir. Juste rappeler une chose sur l'investissement. Enfin, il faut rappeler aussi les masses mises, les capex du secteur technologique. Mais ça se voit dans les comptes nationaux. Oui. C'est tellement c'est gros, macro. En fait. Oui. Mais voilà, à ce stade, c'est macroéconomique. C'est-à-dire qu'en gros, l'investissement quand vous regardez les comptes nationaux qui progressent à plus de 2% finalement sur une variation trimestrielle, c'est pas possible en fait à ce stade du cycle. Et pourtant, on l'observe. C'est plus de la moitié de la croissance américaine. Non, mais c'est une contribution très nette et c'est surtout en fait à ce stade. Et c'est pas soutenable. Avec des conditions monétaires telles que l'on connaît, parce qu'en gros la Fed a tout juste entre guillemets commencé la deuxième phase de ces baisses de taux. On a quand même eu un premier et un deuxième trimestre avec une progression très nette de l'investissement des entreprises. C'est lié effectivement à l'IA. Et c'est soutenable ou pas ? Clairement oui, parce que ce qu'on dit par ailleurs, c'est que quand on projette finalement les dépenses de CAPEX de ce secteur, ça ne va pas s'arrêter d'une part. Et l'autre point, effectivement, j'étais peut-être effectivement un peu conservateur dans mon propos concernant le marché action, mais il y a quand même un facteur extrêmement puissant dont on parle assez peu, ce sont les buybacks. Et donc là, clairement, ça va continuer. Le programme de buyback sur le 4e trimestre, il va être stellaire, là encore. Et donc, cette économie américaine, et je termine là-dessus, finalement, quand on regarde, il y a un point aussi qu'on néglige fortement, parce que en Europe, on n'a pas ce genre d'effet, c'est l'effet richesse. C'est-à-dire qu'en gros, globalement, tant que les marchés montent, malgré finalement l'état du marché du travail, la distorsion finalement, la concentration de la consommation des ménages, qui est surtout sur les gros revenus, 10%, quoi. Exactement, qui contribue le plus, eh bien, eux bénéficient à plein de cet effet richesse, et ça conduit de booster la consommation. Donc, tant que les 10% tiennent, tant que les capex liés à l'IA tiennent, il n'y a pas de raison que le régime de croissance... On peut rétorquer que c'est deux petits bouts.
effectivement, qui font tenir la masse. Oui, oui. C'est le Si point. on regarde le CAPEX, donc l'investissement des entreprises aux États-Unis, hors IA, il baisse. C'est ça. Donc c'était mon. Oui. Il baisse depuis Cette longtemps. fameuse économie en cas, c'est bien ça. Et donc la Fed est dans le bon tempo là, du coup. Ben, Jamais. c'est très probablement, oui. Ouais. Après, toujours pareil, la question c'est jusqu'à quel niveau baisser les taux. Nous, on dit autour de 3%, 3+. Et puis, effectivement, peut-être que sur le bilan, il y a matière à penser à cesser de le baisser, en tout cas en pourcentage du PIB, et peut-être même commencer à le réaugmenter. D'accord. On arrive au niveau plancher de liquidité nécessaire au système, en Alors, dollars c'est en tout toujours cas. pareil. On le sait qu'après. C'est ça. Il y a le bilan de la Fed aujourd'hui en point de PIB. Là, j'ai vérifié. C'est 22% du PIB. Ouais. C'est plus bas qu'en 2014. D'accord. Alors, en Europe, on est à 40% du PIB, c'est 2 fois plus qu'en 2014. C'est juste pour vous dire. On n'est pas du tout au même. C'est ça le problème, c'est que le PIB européen a tellement stagné, alors que le PIB américain en nominal a tellement augmenté. Mais bon, en général, il y a une relation entre. Oui, d'accord, mais il y a une relation aussi avec les besoins de l'économie, la masse monétaire. Non, bien sûr. C'est bien important quand même de remettre en perspective ce jeu de comparaison entre c'est les qu'il États-Unis, y a un rapport, de 1 à 2. La zone euro et donc la question que se posent toutes les banques centrales, c'est compte tenu maintenant du mode de financement de l'économie, c'est quel est le niveau de bilan et la structure de son bilan. Pour la Fed, peut-être qu'il faut commencer à la réaugmenter. Ouais. En achetant peut-être certaines parties de courbe plus que d'autres, certains mortgages immobiliers plus que d'autres, etc. Ça, c'est du fine-tuning, mais essentiel pour la tenue de l'économie américaine. Bon. Est-ce qu'il y a une forme d'aveuglement autour du thème de l'IA quand on est investisseur, gestionnaire d'actifs aujourd'hui, Benoît qu'est-ce que l'histoire nous enseigne de ce point de vue-là et comment rester exposé à ce thème qui paraît incontournable, structurant même sans doute pour l'avenir, mais qui peut générer un risque de surchauffe, et qui dit risque de surchauffe peut dire risque de déconvenue et potentiellement importante. Alors je pense qu'on est tous convaincus de l'utilité de l'IA dans l'économie et de son intérêt. Ça, là-dessus, il n'y a pas de souci. Après, comme vous le dites, dans chaque révolution technologique, dans chaque révolution, de manière générale économique, vous avez toujours des flux de capitaux qui vont venir s'investir de manière massive sur cette nouvelle technologie. Il y aura forcément des erreurs d'allocation à un moment donné. Et il y aura sûrement à un moment donné une surallocation des capitaux sur ces technologies et des déceptions. Mais on est encore dans la phase, c'est la fameuse courbe de Gartner qu'on aimait bien brandir dans les années 2000, donc c'est bien de revenir sur ce petit graphique. On est toujours dans cette phase, à notre sens, d'anticipation, alors probablement trop optimiste à un moment donné, mais on est encore loin, et on le disait tout à l'heure, on a face à nous des investisseurs qui sont les 7 magnifiques, qui ont encore les poches pleines et qui vont continuer à investir. Donc on n'est pas encore à cette phase de surcapacité où on va se rendre compte que les anticipations qu'on avait étaient peut-être trop optimistes sur certaines utilités et où on va revenir à la raison. On a encore du temps devant nous et encore une fois, ce retour à la réalité, il arrivera à notre sens quand le cycle des taux directeurs de la Fed aura changé. On n'y est pas encore. Et comme par hasard, c'est quand la liquidité repart que tout d'un coup on revient à des choses plus raisonnables. On n'y est pas encore. Donc il faut suivre. Alors c'est pas simple parce qu'on est dans un marché hyper polarisé et c'est pas nouveau, avec quelques valeurs qui font le marché, l'économie et le marché. Mais il faut quand même rester investi. Est-ce qu'il y a une manière de dérisquer quand même l'exposition à ce thème ? C'est-à-dire que la concentration est très forte, c'est compliqué à gérer, avec en plus un cadre réglementaire qui est compliqué. Enfin, je veux dire, on ne peut pas avoir que les 7 magnifiques en portefeuille quand on est gestionnaire d'actifs professionnel. Mais comment on dérisque un peu ce thème ? Est-ce qu'il y a des thématiques connexes ? Est-ce qu'il y a des entreprises connectées à ce thème qui, pour autant, ne sont pas forcément dans le risque de surchauffe le plus immédiat? Oui, alors il y a des manières de dérisquer, déjà en trouvant, alors c'est toujours pareil, ce qu'on dit toujours, c'est qu'on préfère les vendeurs de pelles et de pioches que les utilisateurs, parce qu'on n'est pas encore sûr de trouver ceux qui arrivent. Donc rester sur les vendeurs de pelles et pioches, ça reste quand même confortable, voilà. Vous dites, c'est là où il faut être encore aujourd'hui. On a quelques annonces d'utilisateurs qui nous disent, ça y est, on arrive à gagner la productivité. C'est pas si clair que ça encore. Donc il faut se méfier un peu de ces annonces-là. Malheureusement, ça va prendre encore du temps. Donc plutôt sur les fabricants, avant tout.
On peut trouver quelques proxys en Europe qui sont peut-être un peu moins exubérants et un peu moins sursollicités par les investisseurs. Ça, c'est intéressant à voir. Quand on revient en Europe, on a d'autres thématiques de souveraineté de manière plus globale, d'efficacité énergétique et autres, qui restent d'avenir, qui sont intéressants. Et il faut quand même garder en tête que, à notre sens, le programme d'investissement que va devoir mener l'Allemagne va arriver. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas le choix. Non, mais... Donc ça aussi, ce sera un moteur. Oui. Donc voilà, donc il faut rester toujours investi sur ces sujets-là et effectivement essayer de trouver d'autres vecteurs de performance. Sur l'IA, qu'est-ce que vous dites à ce stade du point de vue de marché, Mabrouk? C'est un thème très chaud. Tout le monde s'interroge sur le risque de bulle chaque jour, chaque minute. Est-ce que ça nous prémunit contre le risque d'un éclatement imminent d'une bulle qui serait en train de gonfler? La bulle, de toute façon, on ne peut la constater que lorsqu'elle a explosé. Donc, ça, c'est le premier point. Et puis, je crois qu'il n'existe, on va dire, aucune méthode, aucune modélisation, aucun modèle capable, effectivement, de détecter une bulle. Sinon, ça se saurait. Et il y en a beaucoup qui ont essayé, mais ça n'a jamais marché. Mais vous dites quand même sur les CAPEX... Ça va continuer. Mais le CAPEX, en fait, c'est une condition sine qua non pour générer du revenu. Vous n'investissez pas, vous n'avez pas de revenu. Ça, on le sait. Donc, il y a une égalité comptable. Pas d'investissement égale pas de revenu. Investissement égale promesse de revenus futurs. Et donc, finalement, quand on regarde la croissance des revenus anticipés, notamment pour le Nasdaq, et chaque année, c'est le même discours. Début d'année, on commence avec à peu près une croissance de 20% des revenus pour les entreprises du Nasdaq. Et on dit c'est trop, on va être encore surpris à la baisse, etc. Rebelote, ça a encore marché cette année. On est à quasiment 30% pour le Nasdaq. Et déjà, on sent que pour l'année prochaine, c'est déjà en train d'être révisé légèrement à la hausse. Donc, il y a encore finalement en fait, du potentiel. Alors, on n'est pas à l'abri d'un drawdown, d'une volatilité de marché. On l'a vu le 2 avril, enfin toute cette séquence du mois d'avril. Qu'est-ce qui s'est passé? Modulo, bien sûr, l'échange. Et ben finalement, on est reparti de plus belle et on a explosé, entre guillemets, tous les records. Encore une fois, c'est un marché également de flux. On néglige effectivement cette dimension, on regarde effectivement les fondamentaux, en disant finalement, dès l'instant où on a un point d'entrée, tout le monde s'engouffre. Parce qu'il y a de la croissance, parce qu'il y a de la visibilité, parce qu'aujourd'hui, il y a cette conviction qu'on ne peut pas faire autrement finalement qu'avec l'IA. Alors, il est beaucoup trop tôt, bien sûr, pour parler de gains de productivité ou même de changement finalement dans les cycles macroéconomiques. C'est-à-dire qu'en gros, et on avait cette discussion quelque part, enfin, j'étais trop jeune, mais il y a eu cette discussion en 2000, bien sûr, en disant le cycle macro est mort. D'accord. Donc le cycle macro est foutu parce que il y a plus finalement, on va plus être astreint à cette cyclicité de hausse et de baisse. L'internet, etc. Toutes les nouvelles technologies qui avaient été avancées allaient justement nous emmener sur un sentier de croissance. Et 20 ans après, on nous dit que Internet, c'est en termes de gain de productivité, c'est zéro. On ne sait pas la mesurer. Ça se mesure pas, quoi. Ça se mesure pas parce qu'on n'a pas les outils. Donc c'est pas zéro. En gros, c'est comme l'inflation. On ne sait pas. D'accord. Donc finalement, on peut pas non plus. Mais on sait pertinemment que tous ces outils-là ont quand même changé notre quotidien. Donc, et on peut pas. Pour quelle productivité? Voilà, non, à la limite, il y a productivité et confort. Et ça, entre lui, c'est un débat en microéconomie qui est constant. Passons. Et donc, tout ça pour dire que, encore une fois, et même quand on regarde les valorisations du secteur de la tech, c'est pas élevé, en fait. Vous prenez par exemple. Non, c'est pas... Dans les marchés cotés, oui. Dans les marchés cotés. Donc, moi, je ne parle de ça. Oui. Donc, là où il y a un prix, ça se mesure. Là où il y a pas de prix, ça se mesure pas. Donc, pour moi, c'est encore un autre monde. Le S&P 500, quand vous regardez la valo, ça se paye effectivement très cher en termes de bénéfices. Et donc, ça montre qu'il y a quelque part des distorsions au sein même des secteurs. Quand vous regardez le Nasdaq, tout le monde a ce secteur en tête, ça se paye pas si cher que ça parce que quand vous regardez la croissance des bénéfices de ces boîtes, c'est juste stratosphérique et c'est pas cher au regard du prix que l'on paye. Donc, nous, on aime bien et on se dit franchement, pour une allocation de long terme, puisqu'en plus on dit que la durée de détention requise pour les actions, c'est 5 ans, on y va et on se prend pas la tête. Bon, parlons de l'Europe, Michel. Où va l'Europe? Alors, on a la réunion de la Banque Centrale Européenne la semaine prochaine. Le marché, déjà, depuis un moment, n'attend plus rien ou vraiment pas grand-chose de la Banque Centrale Européenne. Alors, ça commence à bouger. Donc, dans quel sens? C'est la question. J'entendais l'autre jour, je crois, François Villeroy de Gallo nous dire que, selon lui, le prochain mouvement de la Banque Centrale Européenne était une nouvelle baisse de taux. Ce qui sous-entend en creux que ce n'est pas une évidence peut-être pour tout le monde aujourd'hui. Est-ce que ça l'est pour vous? Et si on essaye de se projeter sur 2026, à quoi se prépare ou à quoi doit se préparer la Banque Centrale Européenne sur le front de l'activité et sur le front de l'inflation? Bon, je pense qu'il ne va pas se passer grand-chose cette année. D'une part, il n'y aura pas assez de nouvelles pour pouvoir infléchir la position de la BCE qui est en wait and see. On est confortable, bien positionné. Bien positionné pour réagir à toute nouvelle. Mais nous, on pense qu'effectivement, le prochain mouvement, ce sera une baisse des taux en mars 2026.
une seule baisse des taux, jusqu'à 1,75. Et pour nous, il y a deux raisons à ça. La première raison, c'est que là, on anticipe que l'inflation baissera autour de 1,4, 1,5% au début de l'année prochaine. C'est lié aux effets retardés de l'appréciation de l'euro, à la baisse des prix de l'énergie, puis un peu aussi le mouvement continu de désinflation, de l'inflation domestique. Ça, c'est la première raison. L'autre raison, c'est que on n'a pas encore tous les effets positifs en Allemagne du plan de relance. Ça commence que maintenant. Hein. On n'en a aucun, même. Justement, c'est ça, Michel. Non, on en parlera, mais ça commence maintenant, au mois d'octobre. Il ne s'est rien passé, il n'y a eu que des annonces avant. Et on a les effets retardés de tous les chocs passés. L'Allemagne est en récession depuis 2022. C'était encore le cas au deuxième trimestre de cette année. Et il y a les effets retardés sur l'emploi. Alors, l'emploi, pour l'instant, il est en glissement annuel, c'est 0. Mais il y a quand même 300 000 emplois détruits dans le secteur manufacturier. Ça devrait continuer. Et nous, on pense qu'on va passer en territoire négatif au tournant de l'année. Et en France, l'emploi marchand est sur une trajectoire négative aussi depuis 3-4 trimestres. Ça devrait continuer. On va rajouter les effets de l'apprentissage, du durcissement budgétaire, en tout cas des mesures prudentes sur les politiques de l'emploi. Et donc, on voit un panorama début 2026 où on a une inflation à 1,4 à 5, assez loin de la cible. Oui. Donc pas confortable. Ça va faire un peu de bruit quand même. Si l'inflation tombe, comme vous dites, à 1,4, 1,5, ça va se voir. On n'est pas proche de 2%. On n'est pas à 1,7, 1,8. Voilà. Et puis l'emploi, concrètement, le taux de chômage qui monte en Allemagne et puis en France. Et puis avec autour de ça d'autres annonces de difficultés dans le secteur manufacturier allemand. Donc pour nous, ça c'est le panorama du début d'année 2026. Maintenant, si on essaye de voir un peu plus loin, on est relativement optimiste, comme tout le monde, comme tous les prévisionnistes sur l'Europe. Et là, il y a 3 facteurs. Il y a le plan de relance en Allemagne qui est conséquent. On parle de plus d'un point de PIB de relance, plutôt 1,5 point de PIB de relance entre 2024 et 2026. Sachant que les effets vont se concentrer en 2026, au début 2026 et au-delà. Hein. Et c'est le premier facteur. L'Allemagne était à 0 depuis 3 ans. S'il n'y a pas à 1% de croissance et plus, le gouvernement allemand prévoit 1,3% de croissance. Et il a été systématiquement pessimiste, hors période de crise, choc imprévu. Donc il est en général prudent. Donc voilà, on passe de 0 à 1,3%. Et donc peut-être à demi, quoi. Voilà, il y aura des effets d'entraînement sur le reste de l'Europe. Et il y a 2 autres raisons. L'autre raison, c'est la stabilisation dans l'immobilier en Europe. Il ne faut pas oublier que ça a été un frein à la croissance. Ça a coûté 0,2 points de croissance par an depuis 2021, 2022, 2023, 2024, la baisse de l'immobilier. Et là, il y a quand même plusieurs signaux de reprise, de moins de stabilisation. On reste à un niveau déprimé, les prix, les transactions, les mises en chantier. Alors, c'est pas beau en termes de niveau, mais la courbe, elle remonte. Et donc, on sait que c'est plutôt des cycles longs. Donc ça va. Là, si on n'a pas ça qui freine, ce sera sans doute une contribution positive à la croissance. En tout cas, en différentiel par rapport à la tendance passée. Et ça, en plus, a des effets induits sur la consommation et l'épargne. Et sachant que la consommation, s'il y a une désinflation, elle devrait être très correcte aussi. La consommation, d'ailleurs, qui est déjà le moteur principal de la croissance en Europe. On est à 1,3 à 1,4% de croissance l'an. Bon, pour l'Europe, c'est bien, quoi. Et ça donne une très forte hétérogénéité. Oui. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a pas de conso en France. Donc, c'est ça qui est quand même assez stupéfiant. Oui. Et voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est quand sur l'Europe, pour finir là-dessus, sur les perspectives à moyen terme, en moyenne annuelle, quand on regarde les prévisions des économistes, tout le monde est confiant. Enfin, l'écart entre le plus... C'est intéressant. C'est à peu près les mêmes histoires. On est allé... On a perdu tellement de terrain qu'à un moment, c'est un peu l'histoire du fond de la piscine, Michel. Oui, on ne peut n'être que confiant sur... Il y a l'histoire, le fond de la piscine, par exemple, pour l'immobilier, c'est le cas. Ouais. Je pense qu'il y a aussi... Et la relance allemande, c'est un vrai game changer. C'est un changement. Et vous parliez de l'Europe tout à l'heure, effectivement, comme territoire d'investissement...
l'idée qu'une surperformance des actions européennes est toujours possible, c'est ce qu'on observe d'ailleurs, hein, corrigé du dollar, il n'y a pas à rougir par rapport aux performances des indices américains. C'est une histoire qui continue devant nous encore. Il y a de l'appétit, les flux reviennent aussi. Enfin, c'est un vrai regain d'intérêt pour l'Europe sur des thématiques un peu clés, alors autour de la relance allemande, la défense, la transition aussi peut-être climatique. Ça, c'est des thèmes qui résonnent dans l'esprit des investisseurs aujourd'hui. Oui, ça a quand même évolué puisque l'année qu'on vient de vivre, elle a, alors le change d'aidant a quand même remis en avant les performances européennes pour les investisseurs en zone euro. Donc ça a quand même un peu rebattu les cartes. Les investisseurs continueront à regarder les États-Unis, évidemment, dans les portefeuilles, et c'est normal, hein, ça reste le marché directeur, mais l'Europe a retrouvé des couleurs. Et comme on le disait, de toute façon, un pays comme l'Allemagne n'a pas le choix économiquement et a les moyens. Donc on a du mal à imaginer qu'à un moment donné, on ne relance pas. Le seul risque dans ce cadre-là, c'est un retard à l'allumage. Bon, ça, on sait faire aussi en Europe, hein, on n'est pas toujours suffisamment rapide et efficace, mais... À part ça, il y aura, il y a les réserves en Allemagne. C'est un peu le seul pays qui a les réserves, oui. Hein, mais elles y sont. Et les thèmes sont là. Le thème de la souveraineté, de manière globale, il est très intéressant parce qu'il est très large et il arrose beaucoup de secteurs. Donc c'est vraiment créateur de valeur. Et ça peut être créateur. Ouais. En tout cas, ça peut ramener de la valeur en Europe qu'on a probablement trop laissé partir aux États-Unis en particulier. Donc là, il y a vraiment quelque chose. Après, retard à l'allumage, parce qu'on voit bien que la gouvernance européenne n'est pas d'une grande efficacité. Là, l'intérêt, c'est que les moyens sont entre les mains d'un pays. Oui. Donc on peut imaginer que ça sera un peu plus rapide et que l'Europe embrayera dans un second temps en y mettant aussi quelques moyens, mais qui seront pas de la même ampleur. Le marché a beaucoup. Dans quelle mesure est-ce que le marché a déjà anticipé tout ou partie de ce qu'on décrit là, c'est-à-dire la cote allemande, le MDAX, etc. Enfin, tous ces indices-là ou toutes ces parties de marché-là sont déjà sollicitées depuis de nombreux mois et depuis mars 2025 en l'occurrence pour l'Allemagne. Celui qui a probablement qui a déjà beaucoup anticipé et dont il faut peut-être un petit peu se méfier, c'est le secteur de la défense pure. Ouais. Parce que là, il y a déjà eu beaucoup de bonnes nouvelles et la difficulté de ce secteur-là, c'est qu'il y a eu beaucoup de bonnes nouvelles et que les acteurs attendent les carnets de commandes. Ou plutôt, il y a des promesses de commandes et la réalité dans les carnets de commandes, elle n'est pas encore là. Donc ça, je pense qu'il faut peut-être rester prudent. Sur le reste, je pense qu'on n'a pas encore vu grand-chose et qu'on n'a pas anticipé tant que ça parce qu'on n'a pas encore l'exacte teneur de ces moyens qui vont être déployés. Donc on a encore des marges de manœuvre en Europe, ça c'est sûr. Il y aura des surprises positives sur le plan allemand, les effets du plan allemand, les déboursements, le soutien que ça va apporter alors à l'Allemagne bien sûr, mais peut-être avec quelques effets de bord aussi à d'autres pays. Alors au-delà de l'Allemagne, juste revenir sur cette notion de confort de la BCE, moi qui me sidère, puisque globalement tout le monde projette effectivement une inflation sous la cible, une reprise qu'on peut qualifiée de médiocre parce qu'elle n'a pas de potentiel globalement. Et quand on regarde finalement les enquêtes de la Commission européenne, c'est quoi les facteurs bloquants finalement au niveau de la production? Il y en a deux, c'est la faiblesse de la demande qui est structurellement trop faible en Europe et le niveau des taux. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a pas d'investissement. En Allemagne, depuis 2022, alors on sait pourquoi il n'y a pas d'investissement. En France, il n'y a pas d'investissement. Et on l'a dit tout à l'heure, l'investissement, c'est la condition sine qua non de la croissance. Je vois mal comment on peut générer de la croissance, à moins effectivement de faire du déficit. Mais ça arrive. Oui, ça arrive. Mais ça arrive pas au bon moment, entre guillemets, encore une fois. Dans les pays frugaux, les déficits vont augmenter. En Allemagne, aux Pays-Bas, ailleurs aussi. Aux Pays-Bas, ça reste à voir. Hein. Donc là encore, les Pays-Bas, le jour où ils font du déficit, franchement, j'aimerais bien voir ça. Ils sont en train de réduire l'excédent de façon colossale. Voilà. Oui, ils réduisent un excédent. Mais le problème, c'est quoi? Ils avaient un excédent à 1,5 de PIB, mais il est à 0 là. Mais d'accord, mais c'est combien les Pays-Bas? Ils ont déjà consommé 1,5 point. Oui, mais le poids des Pays-Bas, finalement, à la zone euro. D'accord, non, mais c'est le signal que ça envoie. Il y a un signal, très bien, mais des signaux, il y en a eu des tonnes, entre guillemets, l'exécution pêche à chaque fois. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'en gros, on est là avec plein de bons sentiments et des bons plans et des bonnes idées, encore une fois. Hein. Mais finalement, l'exécution est toujours tardive, alors même qu'aux États-Unis, et je ne suis pas pro-américain par ailleurs, mais on voit bien que lorsqu'ils ont un plan, aussi bon ou mauvais soit-il, ça exécute, ça délivre. Et c'est ça, en fait, le problème en Europe. Et c'est pour ça que je suis... Alors, il faudrait combien de baisses de taux de la BCE, alors moi, non, en fait, la BCE... Michel, chez SocGen, nous dit une en mars 2026, et après, l'histoire change. Non, mais je suis d'accord avec Michel sur il y aura une baisse de taux, et moi, je pense peut-être qu'elle peut arriver un peu plus tôt. Non, mais en fait, il faut envoyer un signal. Et globalement, en fait, les conditions monétaires aujourd'hui, à 2%, on est sur la neutralité monétaire. On n'est pas sur la... On n'est pas accommodant. On n'est pas accommodant. Et comment voulez-vous qu'on progresse davantage si on n'est pas accommodant? On n'y arrivera pas. Donc, du coup, à un moment donné, il faut... La reprise immobilière, honnêtement,
là aussi, c'est très en dents de scie. Et honnêtement, si on maintient ces niveaux de taux d'intérêt, ça reprendra pas. Je suis beaucoup plus circonspect. Et tant qu'on n'aura pas cet alignement, ce policy mix qu'ont les États-Unis. Comment vous voyez la BCE gérer ces différents horizons de temps là, effectivement? Donc il y a l'immédiateté, l'intervalle, avec ce creux d'inflation là, qu'il va falloir accompagner d'une manière ou d'une autre. Est-ce que ce sera en décembre? Est-ce que ce sera en mars? On verra. Et ensuite, vous dites, il y a cet avenir beaucoup plus positif qui fait consensus d'ailleurs. Après, on envisage que la BCE remontera ses taux dès décembre 2026 et puis après, au-delà de 2027. Alors qu'est-ce qui va se passer entre mars 2026 et décembre 2026, Michel? En pause. Le plan allemand? Oui, mais qu'est-ce qui va se passer qui la fera changer 6 mois après ça baisse de taux? Il y a plusieurs. Il y a les effets de tous les facteurs que j'ai mentionnés qui vont booster la croissance. Et alors, nous, on a une vision d'une croissance potentielle extrêmement faible en Europe parce qu'on a une population en âge de travailler qui décroît. Donc, même si on fait des gains de productivité à 0,8 ou 1%, comme le force de travail décroît, le potentiel il est inférieur à ça. Donc dès qu'on fait 1% de croissance, le taux de chômage il baisse. On est max, ouais. Et c'est ce qu'on observe depuis 3 ans. On a 0,7% de croissance et le taux de chômage il baisse. Donc dès que vous faites plus de 0,7% de croissance, là si on a 1,2% de croissance les prochaines années... Ça veut dire que la croissance va très vite être à nouveau inflationniste? Oui. Alors en tout cas c'est notre vision. C'est notre vision. Et donc, nous, on pense au plan de relance en Allemagne. D'ailleurs, probablement qu'il y aura, quand il y a des plans de relance, en général, il y a un impact en volume et un impact en prix. Peut-être que l'impact prix sera plus important que l'impact volume par rapport à ce qu'on a observé dans le passé. Parce qu'on n'aura pas les capacités de produire. Exactement. Là, on pense en Allemagne aux dépenses d'infrastructures. On sait que c'est un secteur ça a été mentionné, très peu investi. Donc, il n'y a pas les forces de travail, les capacités aujourd'hui. Donc, peut-être qu'il y aura un impact sur les prix plus élevé que d'habitude. Le vieillissement démographique. Encore une fois, je le répète, hors flux migratoire exceptionnel, genre guerre au pourtour de l'Europe, la population en âge de travailler baisse. Oui. C'est factuel. C'est factuel. Et, et donc ça, s'il n'y a pas de guerre au pourtour de l'Europe dans les prochaines années, il y aura un effet mécanique sur le pouvoir de négociation des salariés, la baisse du chômage et les salaires réels. Et le troisième facteur, c'est le changement climatique. Et là, c'est c'est la greenflation, alors. Voilà. Ah. Et là c'est en discussion actuellement. Ça va l'être encore à la fin de la semaine au Conseil européen. Les objectifs de réduction de gaz à effet de serre 2035-2040 et le mécanisme du deuxième mécanisme de marché carbone ETS2. On a créé un marché carbone il y a longtemps, début des années 2000, qui concernait l'industrie. La plus consommatrice, c'est ça. Voilà, la plus consommatrice. D'accord, la plus intensive. C'est 60% des émissions à peu près. Okay. Et plutôt 40% des émissions. Et ce marché des crédits carbone, on va l'élargir donc à d'autres secteurs. Voilà, et on va y inclure tout ce qui est transport, en particulier transport routier, et puis bâtiment. Et donc quand je dis bâtiment, ce sont les factures énergétiques. Et le mécanisme tel qu'il a été conçu et voté, il a été voté en 2022 par le Parlement européen et donc passé dans la loi par tous les pays européens. C'était avant que les prix d'énergie augmentent. J'entends. Et ce mécanisme, tel qu'il est conçu, pourrait conduire à une hausse de la facture énergétique pour les ménages et les entreprises de 25 à 35% en cumulé entre 2027 et 2030. Mais ça appartient au passé. Comment on fait de la croissance avec ça? Ça appartient au passé, ça, Michel. Vous le dites vous-même, ça a été voté avant l'explosion des prix de l'énergie liée à la guerre on va regarder de la Russie en Ukraine. On va regarder quelle va être la séquence politique. Ça a été, c'est un peu comme en France, il y a une situation par défaut qui est ce qu'elle est, et tant qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord, elle reste par défaut. Voilà. Oui, je comprends. C'est un désastre. Mais alors quand on fait chacun son rôle. Voilà, quand on regarde ça, alors après, effectivement, il peut y avoir un impact. Nous, on voit un impact inflationniste, ça rend pas énorme, mais l'inflation pourra monter à 2,5, et puis en moyenne légèrement en dessous. Et puis, alors, c'est pas l'inflation conséquente, mais quand on accumule tous ces mécanismes,
Mais il y a peut-être aussi des impacts positifs sur la croissance de vouloir être vertueux dans ce type de secteur. Hein. Oui, C'est pas que négatif. oui, c'est ça. À terme, ça reste une bonne voie. Non, mais on est d'accord là-dessus. Moi, je suis persuadé, oui. L'investissement dans le climat et contre le changement climatique, ça reste. Il y a deux effets. Il y a un effet négatif sur la conso, parce que c'est toujours le consommateur, in fine, qui doit payer la facture, parce qu'il y a des investissements. Mais après, il y a quelques secteurs porteurs. Et puis, in fine, il y a normalement une plus grande efficacité énergétique de l'économie. Voilà, si un jour, il y avait beaucoup de renouvelables, 80% d'énergie renouvelable en Europe, le coût marginal de cette énergie, il est quasiment nul. Voilà, donc, in fine... Donc, on retrouverait un avantage énergétique. Mais on parle de très, très long terme, là. Merci beaucoup, messieurs, pour cette discussion. On s'arrêtera là ce soir. Michel Martinez, Société Générale CIB, Benoît Vesco, de Lubac Asset Management et Mabrouk Chetouane, Natixis ICM. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui du marché du crédit et d'une gestion flexible, de conviction, une gestion total return, comme on dit, dans ces marchés de crédit en Europe. Particulièrement, nous en parlons avec le gérant senior spécialiste du crédit euro chez AXA IM, Benoît Delaval. Bonsoir Benoît. Bonsoir Grégoire. Merci d'être avec nous. AXA IM, partie intégrée désormais du groupe BNP Paribas. Mais nous évoquons avec vous, Benoît, l'intérêt, je le disais, d'une gestion active, de conviction dans cet univers du crédit euro à travers une stratégie que vous pilotez, Eurocredit Total Return chez AXA IM. Avant d'en venir au détail de la stratégie, un mot des paramètres macro-financiers dans lesquels vous évoluez en tant que gérant crédit. Qu'est-ce qui caractérise pour vous l'environnement actuel et est-ce que c'est un environnement qui reste globalement porteur pour cette classe d'actifs qui a été peut-être imbattable ces 2 dernières années en termes de performance et de volatilité, Benoît? Alors, le contexte macroéconomique, il est bon. Enfin, jusque-là, il a été très bon en tout cas. Plusieurs titres. On est en zone euro comme aux États-Unis, qui sont les 2 grandes zones qu'on va regarder chez nous, en croissance positive, malgré des resserrements monétaires sans précédent qu'on a connus après l'inflation, l'explosion de l'inflation. Donc croissance positive. On voit encore une croissance positive en zone euro comme aux États-Unis, 0,7 en zone euro et 1% l'année prochaine. Des taux de chômage qui restent historiquement bas. On est à 6,3% je crois en zone euro, 4,3% aux US. Donc vraiment sur des quasi-points bas. Voilà, des quasi-points bas. En face de ça, des résultats d'entreprise qui ont été très bons jusque-là. Ouais. Donc ça, c'est le côté très positif. Après, il y a des petits signaux en face de ça qui commencent un peu à apparaître. Typiquement, au Q2, on a commencé à avoir quelques profit warnings, typiquement sur l'industrie de la chimie. Ouais. Plus récemment, sur l'automobile, on a eu BMW en octobre. Encore plus récemment, on a eu 2 équipementiers auto, First Brand et Tricolor aux États-Unis. Ouais. Dans le marché privé, cette fois. Dans le marché privé, exactement. Ouais. Et voilà, on sent qu'il y a une petite houle qui apparaît, qui, après des trimestres et des trimestres très positifs, et donc notamment pour nos actifs risqués, le crédit, classe d'actifs risqués. Et donc, on est, je dirais, plus prudent en ce moment, dans un contexte macro. Mais c'est la vie normale d'un cycle de crédit, alors qui a été un cycle spectaculaire. Enfin, j'imagine là, au cours des derniers mois, trimestres, au cours des dernières années, avec le phénomène de désinflation, il y a eu, j'imagine, beaucoup d'appétit pour ces produits-là. Les accidents que vous citez, c'est la vie normale dans ces marchés de crédit. On n'est pas en dehors des standards jusqu'à présent. Tout à fait. Non, mais honnêtement, ça a été le scénario idéal depuis 3 ans maintenant. On a délivré de très bonnes performances globalement. Enfin, le crédit a délivré de très bonnes performances. Cette année encore, que ce soit sur l'investment grade ou le high yield, on est à 3% pour l'investment grade, 4,5% pour le high yield. Donc de très belles performances. Et en face de ça, des inflows très importants. Alors, nous, chez AXA IM, on constate, et notamment dans cette stratégie où les AUM ont explosé, et pour l'instant, c'est pas fait pour s'arrêter. C'est-à-dire qu'on constate encore au quotidien des inflows importants, des nouvelles émissions qui sont largement sursouscrites. Voilà. Quand vous dites vos AUM, donc vos encours sous gestion ont explosé, je précise sous votre contrôle, Benoît, la stratégie que vous pilotez, donc Eurocredit Total Return chez AXA IM, les encours ont fait x10 en 2 ans?
À peu près, c'est ça, Benoît. Qu'est-ce qui... Alors, revenons quand même sur ce phénomène. Qu'est-ce qui a aspiré autant de flux dans cette stratégie? Qu'est-ce qui caractérise cette stratégie qui a quand même 10 ans de track? C'est pas une stratégie qui a été lancée il y a 2 ans, justement, Benoît. Alors, il y a plusieurs éléments. La première, c'est que, et ça en toute humilité, c'est que la classe d'actifs est redevenue attractive. Avec cette fameuse hausse on des a taux dont on a ressorti les parlé. gérants crédits. Voilà. Non mais si, après des années de taux négatifs, c'est quand même comme ça que ça s'est passé, oui. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les gérants voilà, qui sont sur le fixed income et sur le crédit en particulier. Voilà. Donc c'est la première chose. Deuxième chose, vous avez dit, on a 10 ans de track record, un process d'investissement qui est stable dans le temps, qui est reconnu par nos clients, qui est reconnu sur le marché. Et donc ça, finalement, ça rassure parce qu'on a traversé un certain nombre de cycles économiques et donc on a prouvé via ce process d'investissement qu'on arrive à délivrer de la performance dans les différentes phases de cycle. Dernière chose, et à mon sens très importante aussi, c'est que, comme vous le savez, il y a eu l'éclosion depuis quelques années de la gestion passive. Et donc là, qui a, pareil, eu des inflows très importants, donc soit sur l'equity, mais aussi sur le fixed income. Et c'est vrai que face à ça, les stratégies dites actives, mais flexibles, donc plus actives qu'une gestion benchmarkée, parce que sur cette gestion-là, on n'est pas benchmarké, bah, finalement... attire aujourd'hui parce que le client va aller chercher de la vraie gestion active, la gestion de conviction, flexible, dynamique, et on voit qu'il y a un appétit très fort face à la gestion passive. Petite parenthèse là-dessus, alors là, encore une fois, on est dans le domaine du crédit. Le crédit euro, c'est votre terrain d'investissement, mais pour un allocataire qui peut avoir le choix justement entre des stratégies passives aujourd'hui ou des stratégies actives. Il y a également tout le phénomène des fonds à échéance, là aussi, dans les marchés de dette et les marchés de crédit. Qu'est-ce que vous lui vendez avec une stratégie flexible, total return? Quel est l'intérêt qu'il a, lui, en tant qu'allocataire, à implémenter cette brique dans sa poche crédit, en l'occurrence? Alors, une nouvelle fois, quand on a la chance d'avoir un bon track record, déjà, on peut vendre ça. On peut vendre comment s'est comportée notre stratégie à travers différents cycles. Et une nouvelle fois, en fait, et en particulier sur la gestion, enfin, le fixed income et sur le crédit, on arrive encore à montrer que la gestion active a vraiment de la valeur. Et donc, finalement, moi, ce que je dis souvent aux clients, c'est quitte à aller sur la gestion active, allez vraiment sur la gestion active. Faites du crédit. Faites du crédit, mais faites de la gestion flexible. Faites, nous, ce qu'on va aimer, c'est la volatilité. La volatilité est notre allié, je dis souvent ça, parce que, en fait, c'est là qu'on va pouvoir implémenter de façon beaucoup plus dynamique des vues. Et sur un fonds ou des stratégies flexibles, finalement, on a la possibilité de complètement revoir l'allocation de notre portefeuille. Donc, on ne suit pas un benchmark. Donc, en fait, on peut revoir l'allocation sectorielle, la sensibilité crédit, la sensibilité taux. Et ça, on le fait vraiment de façon dynamique et voilà, ça prouve dans le temps que ça performe. Justement, si on ouvre un peu le capot de la stratégie, là, concrètement, c'est quoi les moteurs de performance? Alors, les moteurs de performance du passé récent et ceux que vous anticipez, là, pour le futur proche, Benoît? Alors nous, on va regarder évidemment 2 éléments, c'est la partie crédit et la partie taux. Alors c'est un fonds crédit, c'est une stratégie crédit qui s'appelle Euro Crédit Total Return. Mais c'est vrai que on va aussi beaucoup utiliser la partie taux, puisque si on regarde ces 3 dernières années, on voit qu'il y a eu très peu de volatilité sur le crédit. À part quelques épisodes très courts, mais beaucoup de volatilité sur les taux. Donc on a cette possibilité finalement d'ajuster la sensibilité de la stratégie de façon dynamique, et ça a été un catalyseur important de la performance, un vecteur important de la performance. Le crédit a aussi, lui, très bien performé, mais ça, en fait, finalement, on s'est aussi différencié sur la partie taux parce que le crédit a très bien performé. Après, ce qui a joué en notre faveur, c'est des allocations sectorielles qui nous ont été favorables. On a notamment privilégié largement les financières sur ces dernières années, les assurances aussi, plus récemment l'immobilier. Jusqu'à quel niveau de qualité de crédit vous pouvez aller dans cette stratégie, Benoît? Alors, on peut aller jusqu'à high yield. Enfin, le rating moyen de la stratégie doit rester investment grade, mais on peut avoir jusqu'à 49% de high yield. D'accord. En conservant à la fin un profil investment grade, c'est très important pour un certain nombre de clients, et sachant qu'au sein du high yield, on ne peut pas descendre en dessous de B- en termes de rating. Donc finalement, on va principalement se concentrer sur les émetteurs, sur le high yield, sur les émetteurs les mieux notés. D'ailleurs, aujourd'hui, dans la stratégie, c'est une très grosse partie des émetteurs qui sont notés BB, donc on va dire le haut du panier sur le high yield. C'est un fonds qui est très concentré. Certaines gestions de conviction sont parfois très concentrées. Tout à fait. Vous pouvez avoir des poids très forts sur certains émetteurs par rapport à d'autres. Alors, très concentré, compte tenu de la taille de la stratégie, je dirais qu'elle n'est pas très concentrée. En tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'on est plus concentré en relatif par rapport à une stratégie benchmarkée, puisqu'effectivement, comme vous l'avez dit, on va appuyer encore plus nos convictions, donc nos convictions sectorielles. Quand on va aimer un secteur, on va peut-être en mettre plus dans cette stratégie-là que dans d'autres, et aussi sur un émetteur.
L'utilisation des dérivés dans les marchés de crédit, justement, est-ce que c'est possible pour vous dans cette stratégie et à quoi ça sert? Est-ce qu'on est simplement dans la dimension de couverture, de hedge, ou est-ce qu'il y a également une partie performance à aller chercher? Tout à fait, une partie performance à aller chercher. L'utilisation de dérivés est clé dans ce type de stratégie. Sur le crédit en particulier, parce que si on regarde, donc je vous ai dit, on peut aller jusqu'à 49% de yield, donc ça, la partie cash, donc la partie investie, on va la gérer de façon dynamique. Mais c'est vrai que sur le segment high yield notamment, la liquidité est moindre si on compare à l'univers investment grade. Donc nous, en général, quand on va sur des émetteurs, c'est des vraies convictions. On fait du bond picking, on est des bond pickers. On travaille avec nos analystes crédit qui nous aident vraiment à aller sélectionner les émetteurs qui préfèrent au sein de chaque secteur. Évidemment, sur le yield, vous allez avoir plus de volatilité en fonction des news sur un émetteur. Donc, plutôt qu'aller acheter et vendre pour jouer la volatilité court terme, sachant que ça va être plutôt des convictions moyen-long terme, on va ajuster le profil du portefeuille en utilisant des dérivés, notamment des CDS. Ouais. Finalement, cette stratégie est assez simple. C'est l'assurance contre risque de défaut. Exactement, mais dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire qu'on peut se protéger en achetant de la protection ou en vendre pour rajouter du risque. Et ça, on le fait. C'est vraiment un outil qu'on utilise. Et ça apporte de la performance. C'est censé en tout cas, oui, c'est fait pour apporter de la performance. Et vraiment, on l'utilise de façon tout le temps en fait. Et ouais, donc c'est un outil très pratique parce que c'est très liquide en fait. Les indices CDS sont très liquides. Ouais. C'est quoi l'espoir de rendement sur une stratégie comme la vôtre, avec 10 ans de track, j'entends, Benoît? Alors, je vais plutôt vous parler du rendement historique moyen qui doit être autour de 5,2% annualisé. Après, j'ai du mal à me projeter sur le rendement que je promets parce que voilà, vous savez qu'on n'a pas vraiment le droit. Mais en tout cas, là, on fait jusque-là en tout cas une très bonne année. Une nouvelle très bonne année, et une fois de plus on est assez confiant pour la fin de l'année parce qu'on pense que la classe d'actifs reste très attractive. En fait, même si d'un point de vue spread il y a certains segments où on peut se dire que ça commence à être un peu cher, d'un point de vue rendement absolu, en fait, le crédit reste très attractif d'un point de vue historique, que ce soit sur l'investment grade comme sur le high yield. Une vue constructive, mais vous le disiez en début d'interview, et on va conclure là-dessus, Benoît, un peu plus de prudence quand même. Vous citiez quelques accidents ici et là, quelques profit warnings. Qu'est-ce que ça implique dans le positionnement et les équilibres là du fonds pour la fin d'année? Alors effectivement, un peu plus de prudence qu'on avait il y a quelques mois. Concrètement, on a baissé un certain nombre de segments qu'on dit agressifs. Donc, ça va être les obligations high yield, les financières subordonnées, les obligations hybrides aussi. Ponctuellement, parfois aussi acheter de la protection. Et finalement, on n'attend pas non plus un gros écartement de spread. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir. C'est que dans ce contexte porteur que je vous ai décrit, où les inflows sont très importants, on n'attend pas à de vrais écartements. Bon, toutes choses égales par ailleurs. Après, si on a une histoire qui vient complètement bouleverser, je ne sais pas, une guerre, ou ça changera. Mais en tout cas, toutes choses égales par ailleurs, on n'attend pas de bouleversement. Donc, on va être dynamique dans la volatilité qu'on aura. D'accord. Donc, en fait, et c'est ce qu'on observe depuis de nombreux trimestres maintenant, chaque point d'écartement est un point d'entrée. Et ça, c'est un peu la leçon de ces derniers trimestres sur le crédit, c'est que tout écartement est une opportunité pour remettre du risque. Merci beaucoup, Benoît. Merci d'être venu évoquer pour nous ces marchés de crédit euro notamment, à travers la stratégie que vous pilotez chez AXA IM, Eurocrédit Total Return. Benoît Delaval, gérant senior spécialiste du crédit euro chez AXA IM, aujourd'hui partie du groupe BNP Paribas.